bonjour à tous les internautes. Bertrand Valuet, maître de la Fédération internationale des échecs, au commentaire d'une de mes propres parties contre Romain Viennois lors du tournoi de Cap d'Agde. D4, je joue de nombreuses ouvertures, dont le pion roi, et aussi le pion dame qu'on a cette partie-là. D5, mon adversaire répond symétriquement. C4, le gambit dame. Évidemment, si les noirs prennent le pion C4, on peut jouer E4, c'est une des suites, avec un grand centre, mais les noirs peuvent contre-attaquer par E5, ou KF6, ou KC6, avec des positions très compliquées. C6, un choix beaucoup plus solide, donc c'est la défense dite slave. Les noirs souhaitent reprendre le pion D5 avec le pion C6 pour garder fermement la main mise sur la case E4. Et si j'échange le D5, en plus, le KB8 pourra aller en C6. Car c'est le petit défaut de la slave, le KB8 perd sa case naturelle C6. KC3, donc très ambitieux, je fais tout de suite pression sur D5. Actuellement, il est suffisamment protégé, la dame et le pion C6 protègent, mais un attaquant de plus et il sera réellement attaqué. Cavalier F6, un développement standard, le noir se développe naturellement, et ici un premier coup surprenant de blanc, E3. Je n'ai pas l'intention de jouer des plans avec fou F4 ou fou G5 contre la slave. Ça existe, surtout des plans avec fou G5, qui amènent soit à la défense russe, soit gambit lodinique, soit à la Cambridge Springs, des lignes très intéressantes que je ne souhaitais pas jouer ce jour-là. Donc en jouant E3, mon intérêt, c'est que les noirs ne peuvent plus jouer une ligne qui est assez intéressante contre KIF3, donc l'autre ligne principale, qui est D prend C4, la salve ouverte. Les noirs, après D prend C4, menacent de protéger le pion par B5. Donc si je jouais E4, B5, c'est un gambit de pion. Dans ce cas-là, en fait, les blancs, sur KIF3, D prend C4, ils jouent plutôt A4 pour empêcher B5. Et les noirs peuvent alors jouer fou F5 dans de très bonnes conditions, car ils contrôlent suffisamment E4, donc ils empêchent E4, et le fou est bien placé, il est bien développé. Et surtout, les blancs ne disposent pas du coup dame B3, qui attaquerait B7 et ferait pression sur D5, car le pion C4 gêne la venue de la dame en B3. D'ailleurs, ici, c'est les noirs jouent fou F5, qui existe, que Prier joue de temps en temps. Les blancs jouent C prend D5, les noirs répondent C prend D5, dame B3, et là, la pression sur B7 et sur D5 font que les noirs n'ont pas beaucoup de bonnes réactions. S'ils font B6, c'est très très laid pour la case C6. S'ils bougent à dame en C7 ou C8, le pion D5 est pris par KI prend D5. Sur dame B6 aussi, KI prend D5, car sur dame prend dame B3, KI prend F6 échec. Et intermédiaire, un petit échec intermédiaire qui permet de garder le pion d'avance. Donc les noirs, au mieux, doivent faire fou C8. Ce qui explique que la ligne donc jouée par Prier est rarement jouée. Car juste après fou F5, 2 coups après, on fait fou C8. L'idée de Prier, c'est que les noirs ont échangé en D5, donc le KIB8 retrouve la belle case C6, et que la dame B3 n'est pas forcément idéalement placée. Et enfin, sur la slave d'échange qui existe, c'était au troisième coup, les blancs pouvaient jouer C prend D5, le fou C1, il sort de sa structure. Alors qu'ici, E3 l'empêche de sortir. Donc ce n'est pas une si mauvaise idée d'Éric Prier. Parce qu'il est quand même grand maître, c'est normal que ce soit une bonne idée. Bon, elle n'est pas très populaire. Ici, c'est beaucoup plus souvent joué. Donc le fou C8 est enfermé, mais on va voir que les noirs vont trouver des solutions pour ce fou. KIF3, là je me développe, maintenant la plus D prend C4 n'est plus une vraie menace, la fou prend C4 tout de suite. Cavalier BD7, les noirs ne peuvent plus mettre le cavalier en C6, donc ils le mettent sur la deuxième meilleure case qui est D7. Fou D3, donc je me développe, je prépare mon petit roc, je lutte de nouveau pour la case E4. D prend C4, alors les noirs renoncent temporairement à la lutte pour la case E4 pour gagner un temps sur le fou. Donc fou prend C4 nécessaire, et là B5, voilà l'idée. On attaque le fou C4 et on gagne la case B7 pour le fou C8. Et après la future poussée C5, les noirs ont un très joli fou sur une grande diagonale. Fou D3. On peut aussi reculer en B3 pour continuer à attaquer sur les faiblesses E6, F7, avec les thèmes de sacrifice en F7 ou en E6. Beaucoup de joueurs en fait préfèrent jouer plutôt pour le centre pour la case E4. A6, donc il y a plusieurs lignes, la fou B7 qui est une ligne classique aussi, fou D6 une ligne moderne, et A6 une ligne un peu plus ancienne mais qui avait très très bien réussi à Nantes lors de son championnat du monde contre Kramnik, où il avait carrément gagné 2 parties avec noir sur les 4 premières parties du match, ce qui avait quasiment c'est le sort du match. E4, la ligne principale, les noirs me laissent aller au centre, donc je vais au centre. C5, les noirs contre-attaquent quand même, c'est urgent, parce que là j'avais quand même fait un très grand centre. E5, ça c'est vraiment la grande ligne. Donc j'attaque le KIF6 qui n'a pas beaucoup de cases. Heureusement les noirs ont un petit coup intermédiaire, C prend D4, voilà, ils contre-attaquent. Donc en général la fuite est souvent conseillée, mais ici c'est une contre-attaque tout à fait juste. Non seulement il capture un pion, mais il attaque mon KIC3, donc une contre-attaque de force équivalente à mon attaque, donc c'est tout à fait juste. Là les blancs jouent à peu près au même jeu. Donc KI prend B5, avec l'idée sur A prend B5, je fais E prend F6, avec le pion B5 très très faible, mais un très gros centre pour noir, compensé par un gros retard de développement noir. Les noirs vont jouer une ligne vraiment ancienne, KIG4, mais ce coup n'est pas du tout réfuté, il est même très compliqué. Ici, il y a beaucoup de réactions possibles pour blanc. J'avoue que je ne me souviens plus du tout de cette ligne, je savais qu'elle existait. Donc j'ai beaucoup calculé, parce qu'ici, dame A4 est très tentant. A prend B5 ne marche pas à cause de dame prend A8, le pion A6 est cloué. Et on se dit que sur KI prend E5, KIG prend E5,
J'échange dans le 5, cavalier prend 5, cavalier prend 5. Et ici, on voit qu'il y a une découverte entre la dame et le roi 8. Et on peut dire cavalier C7, échec double, ou cavalier D6, échec double, avec une grosse attaque. En fait, ce n'est pas si clair. Par exemple, sur cavalier C7, échec double, donc roi E7, si je prends la tour A8, cavalier prend A8, ce qui semble nécessaire, le cavalier est attaqué, cavalier prend D3 échec, je suis aussi déroqué, comme les noirs. J'ai gagné une qualité, mais mon cavalier A8 n'est pas sûr de ressortir, et la position n'est en fait pas du tout agréable pour les blancs. Très dangereuse. C'est peut-être correct, mais c'est vraiment très très dangereux. Donc, j'ai rejeté cette ligne. Je peux aussi jouer fou E4, contre-attaquant la tour A8. Et là, je l'ai rejeté pour une mauvaise raison. J'ai fait une erreur de calcul. J'ai vu A prend B5, fou prend A8, dame A5 échec, regagne le fou A8, donc 2 pièces pour la tour, dans une position très ouverte où les pièces jouent énormément, où les tours n'ont aucune action. Ah, ça semble perdu. J'ai raté cavalier D2 qui contre-attaque le cavalier G4 avec une position extrêmement complexe. Donc fou E4 était envisageable. J'ai joué donc le coup le plus solide, cavalier B prend D4, le cavalier recule. Donc je laisse le pion 5, donc les noirs évidemment prennent, cavalier G prend 5, le cavalier était quand même exposé en G4, donc il vient sur une case beaucoup plus raisonnable en E5. Là, cavalier prend D3 est une petite menace quand même, j'hésitais à petit roquer, mais la perte de la paire de fou, une position aussi ouverte est quand même désagréable, donc je fais fou E4, et surtout j'avais une idée en tête. Donc fou E4 attaque la tour A8, mais laisse fou B4 échec, qui semble vraiment désagréable. Comment répondre? Si je fais fou D2, les noirs peuvent simplifier le jeu, roquer assez rapidement, ils ont une position qui est tout à fait saine. Cependant, ce fou-là, comme je vous en parle souvent, c'est un fou qui est dans mon camp. Donc là, les noirs ont mis une pièce dans mon camp, sans protection. Alors effectivement, elle n'est pas attaquée, mais c'est une faiblesse. J'ai envie que les noirs gardent cette faiblesse. Ma première réflexion, c'était de jouer roi E2, pour libérer la tour H1, garder la dame D1 bien protégée, et vraiment attaquer ce fou B4 qui est très exposé. Malheureusement, il y a un joli sacrifice noir qui était A5, parce que si je prends la tour en A8, fou A6 échec, et là, mon roi est très très mal embarqué. J'ai hésité, j'ai joué roi F1. Roi F1, c'est un coup qui est dur à jouer, car la dame D1, elle se retrouve sans protection, ce qui est toujours désagréable sur une colonne complètement ouverte comme la colonne D, mais j'ai calculé longuement que les noirs ne pouvaient pas exploiter la non-protection de la dame D1. Et le fou B4 est exposé, et la tour A8 est attaquée. Donc, tour B8, logique, je sauve la tour tout en protégeant le fou B4. Bonne réaction de mon adversaire. Le défaut, évidemment, la contrepartie, c'est fou F4. Je cloue le cavalier E5 sur la tour B8. La position, les pièces noires sont assez pendantes. Le cavalier E5 est tout juste... Il n'est même pas assez protégé, en fait, il est vraiment attaqué. Le fou B4 est exposé. Je menace, si le cavalier 5 bouge n'importe où, je fais cavalier C6, fourchette sur tour B8, dame D8, donc une catastrophe pour les noirs. Les noirs doivent trouver une solution, ils en trouvent une. Cavalier prend F3. L'idée, c'est que si je fais fou prend B8, cavalier D2 échec, cavalier est protégé par le fou, donc c'est assez équilibriste comme variante, mais ça marche. Le roi doit bouger, cavalier prend E4, et là, ils ont bien plus que le matériel nécessaire pour la tour sacrifiée. Donc ils ont une très bonne position. Fou prend F3, beaucoup plus simple, je garde le matériel, et je garde la menace qui est C6, la fourchette. Tour B6, ça n'empêche pas cavalier C6, mais ça retire la fourchette sur cavalier C6. Tour C1, mon seul problème c'est ma tour H1, qui ne peut pas sortir à cause de mon roi F1 qui la gêne, je ne peux plus roquer. Mais sinon tout le reste est bien, madame est bien protégée maintenant par le fou F3 et la tour C1. Évidemment, là vous allez me dire, je laisse une fourchette, on la regardera, et la E5 qui fait fourchette sur cavalier D4 et fou F4. Mais je menace quand même fou C7, qui attaque la dame D8 et la tour B6, donc une fourchette, moi aussi. Alors évidemment, le coup critique était E5, qui part la fourchette, tout en faisant une fourchette pour les noirs. Donc on va regarder E5. Ici, les blancs auraient joué cavalier C6, donc attaque la dame, attaque le pion E5. Donc la meilleure réaction noire, c'est de sacrifier la tour prend C6, fou prend C6. Et s'ils prennent le fou F4, donc pour rééquilibrer le matériel, donc 2 pièces pour la tour, c'est le matériel assez équilibré, même pas souvent favorable aux pièces mineures. Mais ici, le roi noir est au centre, et par dame D4, je souligne la précarité de la position noire. J'attaque le fou, et j'attaque aussi le pion G7. Si le fou recule en F8, tour a un échec, et le roi noir est très malheureux. Fou E7 est forcé, dame prend G7. La position noire est complètement détruite, avec un roi qui reste définitivement au centre. Tous les pions noirs vont tomber les uns après les autres. Très logiquement, les noirs rejettent cette variante, mais jouent une suite encore moins forte. Ils vont intercepter mon fou par fou D6, qui semble naturel. La tour B6 protège. Mais la position est très tactique, là c'est très ouvert, il faut absolument rester à l'affût. L'adversaire n'a pas fait attention à la position, car tout simplement, cavalier prend E6, attaque la dame, et libère ma propre dame. C'est un sacrifice de cavalier, mais on voit maintenant que le fou D6 est attaqué 2 fois. Les noirs ne peuvent pas sauver à la fois leur dame et sauver le fou D6, donc ils sacrifient le fou D6. Pareil, prend E6, fou prend D6, donc j'ai gagné un pion, et surtout, le roi E8 ne peut plus roquer, car le fou D6 contrôle la case F8, et le roi n'est pas un cavalier, il ne fait pas un saut. Quand il roque, quand on fait roi E8, G8 pour roquer, on passe par la case F8. Or, le fou D6 dit non. Donc le roque est interdit pour les noirs, ce qui, avec une position aussi ouverte, est vraiment très désagréable. Cavalier F6, ça libère la dame D8, ça attaque le fou D6. Si je recule le fou D6,
Ils peuvent échanger les dames et sans doute roquer si je recule en E5 par exemple. Mais j'ai une petite pointe tactique, fou H5 échec, qui profite de la disparition du pion F7 pour attaquer les rois et forcer un affaiblissement. Carré prend H5, dame prend H5, échec, G6, dame E5 est juste catastrophique pour les noirs. Mais donc il joue G6, donc un nouvel affaiblissement a été créé chez les noirs. Le cahier F6 n'est protégé plus que par la dame. Fou E5, j'en profite. Donc ici, je menace d'échanger les dames suivi de fou prend F6 avec fourchette sur tour et roi. On voit les problèmes des faiblesses. Les noirs préfèrent échanger les dames pour retirer l'attaque. Fou prend évidemment, je profite d'échanger les dames pour reculer mon fou qui a fait son rôle, il a créé l'affaiblissement G6. Le cahier F6 est attaqué et ici les noirs sont en difficulté. C'est très difficile de sauver le fou C8 qui est attaqué par tour C1 et le cavalier F6. Mon adversaire va tenter petit roc. Avec l'idée, je protège les deux à la fois. Malheureusement, la tour F8 elle fait deux choses à la fois. C'est le thème de la surcharge. Et ici, il suffit de résoudre l'une des menaces. Je fais fou prend F6. La tour doit prendre le fou et je gagne le fou C8. Il existait une variante amusante pour les noirs que j'ai indiquée à mon adversaire après la partie, qui était un petit piège. C'était roi F7. Alors, ça semble pas du tout marcher car tour C7 semble dévier le roi pour gagner le cavalier F6. Fou D7. Là, ici, fou prend F6 élimine le cavalier, donc le fou D7 semble perdu. Et là, la petite pointe amusante, c'était tour D6. Protège le fou D7. Contre-attaque sur le fou D1 avec la menace d'enfilade du roi F1 sur la tour H1. Et roi prend F6 suit, si on essaye juste de défendre, basiquement par roi E1 par exemple. Heureusement pour les blancs, il reste encore un très bon coup qui est fou A4, profitant du clouage du fou D7 par la tour C7. Et après, roi prend F6, tour prend D7, tour prend D7, fou prend D7, tour D8. Oula, très dangereux, tour D8, le fou est cloué sur la case D1 par la tour D8. Mais le fou peut quand même reculer, c'est un clouage relatif. Donc on a droit de bouger la pièce, et là le fou recule et protège la fameuse case D1. Les blancs restent avec une pièce de plus, et une victoire assez facile car il y a une majorité à la dame. Mais le piège était assez joli, et il fallait le tenter. J'ai une pièce nette d'avance. Là le gain est assez simple, mais ça continue, il a raison. Roi G7, fou B3, E5. Donc là il relie ses tours. Il espère jouer A5, A4 pour attaquer mon fou B3, gagner pion B2. Éliminer en fait mes deux pions de la dame et essayer de faire une forteresse à l'aile roi. Très logique. H4, je libère enfin ma tour H1. A5, menace A4. H5, je préfère attaquer. Je menace H6, mat. G5, par la menace de mat. H6 échec quand même, malgré que les deux tours contrôlent. Tour prend H6. Et là, tour G8 échec, le petit coup intermédiaire, qui provoque l'abandon, car le seul coup possible est roi F6. Et là, je fais tour prend H6, je gagne une tour. Et une deuxième tour par l'enfilade. L'abandon de mon adversaire est totalement justifié. Une belle partie de deux joueurs. Je vous souhaite une excellente journée.